J'ai compris que finalement, cette lutte que je menais depuis toute petite contre le poids était finalement lutte que j'allais perdre, tout simplement parce que ces kilos, au-delà d'être une masse autour de mon corps, bah en fait, représentaient aussi une sécurité que j'avais mis autour de moi. D'ailleurs, je commence souvent mes accompagnements quand ils sont ciblés perte de poids en expliquant aux femmes que ce n'est pas parce qu'elles vont perdre du poids qu'elles vont s'aimer, mais parce Absolument. qu'elles vont s'aimer qu'elles vont perdre du poids. À quel moment tu t'es dit, c'est OK pour moi, aujourd'hui, je m'aime? Et ben, quand j'ai pris mon pèse-personne et que je suis allée le mettre à la déchetterie, en fait. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Caroline Martin. Bonjour Caroline. Bonjour Jolita. Quel plaisir t'avoir ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ce podcast avec toi. Je tenais beaucoup à t'avoir à ce micro pour te faire connaître auprès des personnes qui écoutent ce podcast La clé de soi. Tu es coach neurocomportemental et tu accompagnes des femmes à transformer leur vie en profondeur. Tout à fait. C'est une très belle mission et merci pour ça parce que nous, les femmes, aux alentours de 40 ans, nous avons une construction qui, dans ce monde, est difficile à porter souvent. Oui, Et il y a énormément de domaines dont tu t'occupes. Il y en a la relation à son corps, mais il y a aussi le stress inconscient. tout à fait. Tout Et à comme fait. toutes les choses inconscientes, nous avons besoin de passer quelque chose qui émerge, qui nous parle, notamment la relation au corps, ça nous parle à nous les femmes. Combien de fois on va mesurer notre valeur par le chiffre sur la balance, n'est-ce pas? Tout à fait. Malheureusement, Malheureusement. Et donc, en tirant ce fil-là, on va arriver à toutes les peurs inconscientes. complètement. C'est complètement ça. Comment tu es arrivée là? Alors moi, effectivement, mon histoire, elle débute dans mon enfance, où très rapidement, vers 8 ans, je me retrouve en situation de surpoids. Je sortais légèrement des courbes de croissance. Donc, Ouais. voilà, comme les médecins à l'époque étaient très orientés là-dessus, on m'a très rapidement mis dans ce qu'on appelle un régime alimentaire. C'est-à-dire, Ouais. on a dit à mes parents, on va supprimer tout ce qui est sucre, sucrerie, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis, on met un cadre. Et ce cadre a fait que finalement, j'ai développé très rapidement un lien à la nourriture qui était dysfonctionnant. C'est-à-dire que la nourriture était devenue quelque part hein, une source de danger et donc ben, je me cachais pour manger parce que je ne voulais pas montrer à mes Ouais. parents que des fois, ben, en dehors des prises alimentaires, je pouvais encore avoir faim. Donc il y a eu un rapport assez pernicieux avec la nourriture qui s'est installé et qui a fait que en fait, je n'ai pas arrêté à partir de cet âge-là de faire du yo-yo. Donc, ce qui était à l'origine un petit surpoids s'est transformé en obésité sévère. Et j'ai atteint au plus haut de ma vie, j'étais à 120 kilos.
Voilà. Ouais, 120 kilos, la charge physique, mentale, toutes ces choses-là. Je venais d'avoir mon troisième enfant, hein, et j'avais à l'époque 29 ans. Et c'est vrai que trois enfants, 120 kilos, c'est chaud. C'est-à-dire que, bah, en fait, il me fallait beaucoup, beaucoup de ressources physiques. D'une, pour gérer tout ce qui était à tendance avec mes enfants, mais aussi cette image qui était sur moi, en fait. Quand bien même mon ex-mari ne relevait absolument pas les choses, c'était moi et moi-même, en fait, et ce que finalement, en fait, je représentais comme maman aux yeux de mes enfants. bien Et sûr. donc, oui, tu veux intervenir? Non, la question qui me venait, c'était est-ce que ton mari t'a toujours connue forte en surpoids? Oui, il m'a Ouais, connue forte et puis ensuite j'ai perdu du poids et j'ai repris du poids et pendant mes grossesses, j'ai pris à chaque fois plus de 30 kilos. Donc ouais, voilà, beaucoup, beaucoup de poids. Et donc, suite à la naissance de ma dernière fille, j'ai commencé un régime alimentaire que je vais pas nommer, mais où j'ai commencé à compter mes points. Et là, je suis rentrée dans une spirale infernale où l'objectif, c'était de gagner de plus en plus de points et d'en consommer le moins possible. Et j'ai été dans l'autre sphère, à savoir, je suis passée de l'obésité sévère à l'anorexie. ouais, Et donc, je mangeais plus, hein, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Et, hum, et ce qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est l'émotionnel dans lequel j'étais et la façon dont ça se répercutait sur ma vie de famille. Parce que, bien sûr, hein, j'étais très sensible à plein de choses et ça partait vite. Ça partait très, ouais, très vite. Et en 2016, en lisant un livre de Marion Kaplan qui s'appelait Paléobiotique, je ne sais pas si tu connais ok, Marion Kaplan, ouais. J'ai découvert une méthode et je me suis lancée dans une formation en fait où j'ai compris que finalement cette lutte que je menais depuis toute petite contre le poids était finalement une lutte que j'allais perdre, tout simplement parce que ces kilos, au-delà d'être voilà effectivement une masse autour de mon corps, en fait représentaient aussi une sécurité que j'avais mis autour de moi. Et dans un sens comme dans l'autre, pendant une période de ma vie, j'étais plutôt en lutte, donc j'avais tendance à plutôt vraiment bien me mettre du volume autour de moi. Et puis, j'ai basculé dans ce qu'on appelle la fuite. Et typiquement, le comportement anorexique, c'est vraiment la fuite. D'ailleurs, on voit bien hein, les personnes dans l'anorexie, elles sont tout le temps en mouvement, elles sont tout le temps en train de bouger. Et voilà, moi, j'étais vraiment tombée là-dedans avec tous les problèmes de santé qui suivent, hein, bien sûr, hein, les cheveux qui tombent, les ongles qui cassent, le sommeil qui est plus bon, les tendinites, enfin tout, hein, l'inflammation dans le corps. Et donc, j'ai quitté mon emploi de l'époque et je suis partie dans cette merveilleuse aventure. Et j'ai compris qu'en final, ce n'était pas du tout une problématique d'alimentation, mais de stress inconscient qui faisait que mon cerveau, en fait, vivait en hypervigilance en permanence. hmm. Ce que tu racontes, c'est poignant et malheureusement, il y a énormément de femmes qui vivent ça sans pouvoir arriver à tes prises de conscience et la méthode que tu emploies aujourd'hui. Et c'est autant plus poignant que on sent dans ta voix et on comprend dans tes mots que la souffrance, elle est très profonde. Elle est physique, elle est mentale, elle est émotionnelle et Complètement. on souffre dans nos relations avec notre entourage, mais aussi dans notre relation à nous. Parfois, j'ai tendance à dire que les personnes en grande surpoids, ils n'ont aucune relation à soi. Ils sont tellement coupés de leur corps et de leurs émotions, ils sont tellement dans un mélange de culpabilité, de honte, De colère, de même. colère, d'espoir, qu'ils se coupent de toutes les émotions qui pouvaient les aider à avoir une estime de soi
tout à fait. Et vraiment bravo pour tout ce que tu as traversé avec la force et le courage. Et j'ai juste envie de dire que nous, on s'est connus euh, parce que tu as commenté un de mes posts lorsque je faisais le GR20, donc Tout à la fait. randonnée en Corse. Et tu l'as commenté parce que tu l'as fait et tu m'as fait part de cette belle aventure. Donc le GR20 qui était un des éléments qui t'a permis de te reconstruire. Complètement. Est-ce que tu veux Complètement. bien nous raconter? Oui. Alors, donc en 2016, là, je partais faire le GR20 Sud et j'avais absolument pas. Je l'ai fait plusieurs fois, moi, le GR20. J'ai d'abord fait d'abord le Sud, ensuite j'ai fait le Nord et puis après j'ai fait l'intégrale l'année d'après. Et pendant cette période, ben, comme tu as pu le vivre toi aussi, c'est vrai qu'il y a des endroits où on est très coupé du monde extérieur. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de, il y a pas de connexion, il n'y a pas de bruit. Il y a, il y a ce côté où, dans ces montagnes et face à tout ce que ça représente comme grandeur, ben, finalement, on se retrouve face à soi-même. Oui, Et quand je me suis retrouvée face à moi-même, j'avais donc cette décision à prendre. Est-ce que j'ai le courage, ben, soit de juste me faire accompagner parce que déjà là, c'était du courage, ou alors est-ce que j'ai le courage d'aller encore plus loin, à savoir, ben, je quitte tout et je me lance là-dedans parce que persuadée qu'il y a plein de femmes qui finalement vivent la même chose et qui ont besoin en fait qu'on les accompagne. Et puis, oui. ben, au bout de 3 jours de marche, je crois que ça a été une évidence. Ça m'a Hmm, tellement, ça m'a tellement parlé. Je me suis vraiment dit que finalement, ce beau moment que je vivais avec moi, ben, je pouvais transmettre tellement de choses à tellement de personnes et leur faire comprendre que finalement, tout est possible. Parce que quand j'étais petite, quand même, je le raconte parce que c'est quand même une anecdote très forte. Je vis en Alsace. En Alsace, il y a un château qui s'appelle le Haut-Königsbourg et mes parents ont une maison au pied du Haut-Königsbourg. Et quand j'étais petite et que je marchais avec mon papa, qui prenait beaucoup de temps pour moi pour me faire bouger, hein, comme j'étais en surpoids, et il était toujours d'une bienveillance mais incroyable, où les dernières marches vers ce château, en fait, moi j'étais mais alors à bout de force et il me tenait par la main et il m'accompagnait. Et en fait, je me suis toujours dit, un jour, je monterai là-haut, mais alors avec une aisance exemplaire. Et en fait, quand j'ai fait le GR, moi, ça m'a fait monter les larmes parce que je me suis dit, ouais, tu parlais de ton Königsbourg, mais là, tu es en train de faire le GR en Corse, quoi. ouais. Et donc, c'est un truc. Après, on peut avoir d'autres objectifs. Moi, c'est vrai que ça a beaucoup été mon rapport à la nature. Et je trouve ça beau, en fait, de réussir un parcours aussi dur quand même, parce que faut pas le Alors, minimiser, pour tous ceux hein. qui ne connaissent pas, le GR20, c'est une traversée de Corse, mais au plein milieu de la Corse, donc dans les montagnes. Oui. Et on gravit un par un tous les sommets qui sont sur ce parcours. Et moi, je l'ai fait pendant 11 jours et derrière chaque montagne est une autre montagne. Et C'est exactement je ça. comprends ce que tu as pu ressentir parce que sur ce parcours, on est obligé d'être connecté à son corps. Parce que Complètement. effectivement, c'est très exigeant. Moi, honnêtement, je l'ai fait en septembre 2024, donc assez récemment. J'ai toujours été assez sportive avec beaucoup de challenges relevés dans ma vie sportive. C'était, je crois, une des plus dures aventures que j'ai pu vivre, qui était exigeante physiquement, mentalement, parce que on n'échappe pas aux courbatures, aux douleurs de genoux, de hanches, de ce que vous voulez. Et malgré tout, le lendemain, il faut se lever. C'est souvent le réveil entre 5 heures et 6 heures et se remettre en route encore plus difficile que le précédent. Parce que si tu as fait du sud au nord, à un moment donné, j'ai cru comprendre que tu as fait ça.
Moi, je l'ai fait du nord, l'intégrale, je l'ai fait du nord au sud. Ouais. Nous, on a fait du sud au nord, ce qui était une décision moyennement bonne Ouais, je pense. parce que chaque jour, c'était plus dur parce que le nord est Exigeant. très exigeant, effectivement. Quelle belle aventure. C'est sur ces chemins-là que tu as compris que ta place est ailleurs Oui. que jusque-là. Oui, oui, vraiment. Vraiment. Après, mon corps me donnait des informations, hein. J'avais un métier dans lequel je me réalisais pas. Alors, j'avais vraiment un entourage professionnel adorable. Je peux vraiment, enfin, c'était top du top. Par contre, j'avais beaucoup de maux. Mal au dos, sciatique, plein de problèmes en fait musculaires. Et en fait, eh ben, oui, mon corps me parlait à cette période-là Oui. en me disant qu'il fallait que je trouve quelque chose qui allait me faire me réaliser. Et alors, ce qui est très drôle quand même, c'est que dans mon parcours minceur, hein, j'ai voulu faire de l'accompagnement plein de fois. Donc, je m'étais une fois inscrite pour faire un BTS diététique. J'ai été refusée. Ensuite, j'ai voulu devenir porte-parole de ce célèbre régime. J'ai été refusée alors que j'avais vraiment tout sur le papier. Et finalement, aujourd'hui, merci la vie parce que je crois vraiment que derrière un non se cache une véritable nouvelle opportunité parce que je pense que si j'étais rentrée dans ce système-là, je pense que je serais restée dans quelque chose où finalement j'aurais jamais compris que la clé, c'était simplement l'amour de soi, quoi. Aujourd'hui, c'est une évidence pour toi? Ah, une évidence. En fait, d'ailleurs, je commence souvent mes accompagnements quand ils sont ciblés perte de poids en expliquant aux femmes que ce n'est pas parce qu'elles vont perdre du poids qu'elles vont s'aimer, mais parce Absolument. qu'elles vont s'aimer qu'elles vont perdre du poids. Parce que, en fait, moi, même quand j'étais anorexique et que je pesais presque plus rien, eh ben, je me trouvais toujours encore trop grosse et je m'aimais toujours pas. Donc, voilà, je veux dire, c'est vraiment apprendre à s'aimer, apprendre à se voir tel qu'on est, à voir les belles personnes que nous sommes au plus profond de notre être. C'est ça, en fait, qui fait que finalement, après, on a cette bienveillance et on a cette envie de prendre soin de soi dans une justesse, en fait, parce que le tout, le rien, c'est pas bon, parce que, voilà, je veux dire, on est des êtres humains et qu'on est dans la vie. Et Oui, c'est vrai que tout ça, pour moi, le point de départ, c'est comment je fais pour apprendre à m'aimer, quoi. oui. Nous sommes en audio parce que c'est le podcast, donc on ne te voit pas. Tu es magnifique. Merci. Tu as, j'imagine, le poids de forme. Oui. À quel moment tu t'es dit, c'est OK pour moi, aujourd'hui, je m'aime? Et ben, quand j'ai pris mon pèse-personne et que je suis allée le mettre à la déchetterie, en fait. Parce que chez moi, il n'y a plus de pèse-personne. Il n'y a plus aucun livre de régime. Alors, les livres de régime, je les ai brûlés même, parce que je voulais ni les offrir, ni que ça tombe entre les mains de quelqu'un. Donc, j'ai pris un soir, j'avais un tas de livres de régime et j'ai fait une soirée crémation de livres de régime. Ça m'a fait un bien de dingue. Magnifique. Et en fait, j'ai compris que je m'aimais quand j'ai réussi à poser le non vis-à-vis des autres, à me faire passer avant, à faire de moi ma préférence, en fait, parce que c'est Ouais, quelque chose que je ne savais pas faire. Et puis, euh, et puis aussi en étant plus tolérante et moins dure, parce que j'ai été très, très dure, hein, tant au niveau sportif qu'au niveau alimentation, hein, parce que entre-temps, c'est vrai que j'ai fait le GR, mais j'ai dû faire 8 ou 9 marathons. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de sport où je me levais le matin et peu importe l'état dans lequel j'étais, fatigue ou pas fatigue, je partais, je faisais mon sport. C'était vraiment un peu militari, quoi. Aujourd'hui, non, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire, je continue à pratiquer. J'adore le sport, donc je le fais avec plaisir. Par contre, je suis très à l'écoute de moi. Ça, quand je suis fatiguée, je m'écoute, je me repose. Et tout ça, en fait, c'est juste des preuves d'amour pour soi au final. quand tu as fait le premier GR20, où tu en étais dans ta relation à la nourriture, à ton corps? Alors, j'étais
blindée d'intolérance alimentaire parce que mon cerveau, il a été très malin. Il s'est dit, bon, finalement, il y a des aliments qui, je pensais, étaient grossissants. Donc, très simplement, ces aliments-là, on va plus les tolérer. Et j'ai fait des analyses, hein, des prises de sang, donc j'étais hautement intolérante à plein d'aliments qui, pour moi, étaient quand même des aliments qui me faisaient grossir, à savoir toutes les céréales, tous les fromages. Voilà, donc en gros, mon alimentation, elle se restreignait quand même à des légumes et des protéines, quoi. Si je respectais en fait tous ceux que je Ouais. n'avais plus le droit de manger. Et quand je suis partie sur le GR20, je suis partie avec quand même, et tu vas le comprendre, 17 kilos sur le dos. Ah. Parce que j'ai emmené ma nourriture. Ben oui, parce que sur le GR, on ne nous sert que des pâtes quasiment. Je me C'est souviens de ça. 15 jours de... et que le poids du sac, c'est un vrai sujet. Nous, on est parti. Moi, personnellement, j'ai eu 12 kilos avec mes 2 litres d'eau, Ouais. parce qu'il Moi, faut j'en les avais porter. 17 à l'aéroport, sans l'eau. Parce que Ouais. je portais mes boîtes de sardines, enfin, tout ce que je pouvais manger, mes oléagineux. Ouais. J'avais tout emmené. Donc, j'en étais à une relation avec moi qui était quand même compliquée à ce moment-là. Où, bien sûr, physiquement, je pense que j'ai appris à me connecter un peu à moi pendant ce trajet-là parce que moi, c'était toujours même pas mal. Donc, tous les matins, je me relevais Ouais. et je repartais. Et comme tu le disais tout à l'heure, même si le sud est un peu plus abordable que le nord, quand ça fait 5 jours qu'on marche, Mm. et qu'on porte ce poids-là. Moi, je me souviens que rien que le fait de mettre le sac sur mes épaules, en fait, c'était un mouvement qui me coûtait hein, vraiment hein, à un Ouais. moment donné. Hein. Et voilà, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me centrer sur moi, à me dire, bon, ok, là, tu sens qu'effectivement, physiquement, ça devient compliqué. Mais voilà, en conscience, j'ai accepté. Je me suis dit, voilà, tu te reposeras au retour, ça va te faire du bien. Mais j'étais plus dans le déni, en fait. Je suis un peu sortie du déni à ce moment-là. Parce que ben, le côté seul, même si on est en groupe, on est quand même seul hein, sur beaucoup de moments sur le GR. Donc, c'est vrai que ça nous permet de se reconnecter à soi. Aujourd'hui, tu accompagnes des femmes qui ont une relation compliquée avec la nourriture et le corps, mais tu t'es rendu compte que c'est juste un symptôme d'un mal-être beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que je t'ai présentée comme celle qui accompagne des femmes à transformer profondément leur vie. Tout à fait. Si je te disais que la base de tout ça est l'estime de soi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Oui, et je suis parfaitement d'accord. Et le problème, souvent, c'est que justement, dans les stress inconscients, il y a des choses qui nous empêchent d'avoir de l'estime de nous-mêmes. Mhm. Et c'est en ça que, comme je te le disais tout à l'heure, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment des portes. Quand on les ouvre, ben, c'est un peu comme quand on change de paire de lunettes, quoi. Ouais. La vie, elle est différente, le prisme est complètement différent et on voit plus les choses de la même manière quand on s'estime. Et avec l'estime de soi, c'est un cercle vicieux. Je vais prendre l'exemple du surpoids. Souvent, on se dit qu'on n'a pas d'estime de soi parce qu'on est en surpoids. Mais si on prend du recul, c'est que souvent, on arrive à des situations de surpoids parce qu'à la base, on n'avait pas d'estime de soi. Et on a essayé de remplir ce vide et ce besoin émotionnel avec la nourriture réconfortante. Donc, on Tout ne à s'est fait. absolument pas occupé de nos besoins, de nos émotions, de nos, de nos envies. On a juste allé vers le plaisir immédiat, ce qui est le comportement normal de notre cerveau.
lorsqu'il nous sent en grande frustration, il va nous pousser vers des plaisirs immédiats, que ce soit la nourriture, que ce soit Netflix, que ce soit le sexe, le sport. On se remplit avec ce que le cerveau nous un peu soumet. Tout à fait. Et je vais même aller un petit peu plus loin, c'est que physiologiquement, parce que là on est sur l'aspect psychologique, mais physiologiquement en fait, quand on est dans un stress inconscient en lien avec l'estime de soi, il faut savoir que notre cerveau en fait bascule dans un cerveau réactionnel et du coup en fait on va produire tout ce qui est inhérent au stress, à savoir d'abord un coup d'adrénaline, mais ensuite du cortisol. Et Hmm. le problème du cortisol, c'est qu'il va stimuler notre gréline, donc on va avoir souvent cette impression de faim, qui est une fausse faim, va complètement inhiber la leptine, donc souvent on est un puissant fond et on ressent pas le moment où on devrait pouvoir s'arrêter de manger. Et Alors, puis c'est passionnant ce que tu dis. Je vais juste faire la parenthèse pour ceux qui aimeraient comprendre des termes un peu techniques. La gréline est une hormone de la faim qui est oui, sécrétée dans notre estomac et qui remonte dans le cerveau pour nous signaler qu'on a faim. Et la leptine, c'est une hormone de la satiété qui est fabriquée dans les cellules adipeuses et qui sont en quelque sorte les dernières à être servies dans notre repas et qui signalent à notre cerveau, là, je suis servi, donc potentiellement plus personne n'a faim, on arrête. Et quand on est coupé de nos sensations, on n'écoute pas et puis on mange parce que c'est l'heure, on mange parce qu'on a envie, on mange tout à parce que fait. les autres mangent, etc., etc. Tout à fait. Et physiologiquement, donc le cortisol, il va aussi mettre le corps en mode stockage, Mm. d'accord, parce que il arrête les fonctions de la digestion. Et le problème, c'est que très souvent, quand une femme, elle est dans ces schémas-là et que du coup, elle produit beaucoup de cortisol, elle va avoir tendance à effectivement se servir de la nourriture, donc à détourner la fonction de la nutrition. Du coup, ça va souvent enclencher de la culpabilité parce Ouais. qu'elle va se dire oui, je devrais pas et pourtant j'y vais quand même, machin. Mais physiologiquement, en fait, et là, quand c'est physiologique, on est des petits joueurs à vouloir essayer de le raisonner. Physiologiquement, en fait, c'est juste quelque chose qui est un acte normal. Ouais. Et c'est dommage parce que ça fait encore chuter l'estime qu'on a de soi, ça fait encore chuter l'amour qu'on a de soi, alors qu'à la base, souvent, c'est une question qui est d'ordre physiologique, quoi. Absolument. Et comme tu dis, la faim physiologique, c'est une fonction vitale. De Complètement, la même manière que le sommeil ou envie d'aller aux toilettes. complètement, Jamais ne nous viendrait pas à l'esprit de dire à quelqu'un, non, fais pas pipi parce que c'est pas le moment. Pourtant, quand il s'agit de la faim, on nous dit non, non, on va pas manger parce que c'est pas le moment. Et en fait, comme tu dis, on est des petits joueurs parce qu'on imagine de vaincre la faim, donc fonction physiologique, avec la volonté, qui est juste une fonction mentale qu'on a inventée. complètement, Mm. complètement. Alors, donc, quand il y a ce cercle vicieux de l'estime de soi avec les personnes en surpoids, mais après, il y a la deuxième couche, si on est en surpoids ou même pas, mais on n'a pas d'estime de soi, le reste de nos domaines de vie vont découler aussi de ce manque parce que inconsciemment, la question, le filtre par lequel on va passer toutes nos actions, nos pensées, nos émotions, c'est est-ce que je le mérite? Ouais, Est-ce que je suis capable? Et donc, ça va être dans le domaine de nos relations. tout à fait, Est-ce que je mérite cet homme? Est-ce que je suis capable d'aimer suffisamment nos enfants? Est-ce que je suis toujours bonne fille, bonne épouse? Et après, est-ce que je mérite ce poste? Est-ce que je mérite ce salaire? Est-ce que je mérite du temps pour moi? Et finalement, si on ne travaille pas cette base-là,
on fait tout, tous nos efforts tombent dans un puits sans fond. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas durable. En Comment fait, tu travailles cet aspect-là avec tes clientes? le côté durable, ben là vraiment, j'utilise les neurosciences pour travailler ça. Mhm. C'est-à-dire que je pars, ben, comme tu le sais, nos schémas de connexion synaptique, en fait, peuvent être modifiés. Donc, on peut modifier nos comportements jusqu'à la fin de notre vie. Et au final, en fait, je me sers vraiment de l'approche en neurosciences, c'est-à-dire, voilà, je détecte que à ce moment-là, je suis dans un comportement qui est non adapté. OK? Oui. Je trouve les solutions qui seraient adaptées pour moi, parce qu'on est tous différents et que c'est important d'aller trouver ses propres solutions. Et là, vraiment, à travers du coaching, on va prendre sa vie comme un théâtre et on va Mhm. modifier les comportements avec beaucoup, beaucoup de soin et beaucoup de bienveillance. Parce que c'est hyper important de comprendre que pour rentrer dans un vrai beau processus d'apprentissage, il faut que ce soit un peu ludique. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, c'est vachement plus durable quand on prend les choses justement avec cette bienveillance, chose qui est souvent, qui manque souvent aujourd'hui, hein, parce que on est beaucoup dans les il faut, les je dois, alors qu'en fait, c'est juste poser cette intention, y aller, voir qu'au final, il se passe rien, même quand, ben justement, j'ai de l'estime pour moi, je pose de nouveau, ben finalement un cadre qui est juste pour moi. Puis je comprends que finalement, ces choses-là, je les mérite, que ce soit le salaire, que ce soit ben, cet emploi, que ce soit cette relation, que ce soit... Et du coup, c'est vrai que ben, il y a ce plaisir, hein, en fait, qui s'installe. Et Ouais. notre ressource, c'est le plaisir. J'ai En envie fait, d'aller un pas plus loin quand tu dis finalement je le mérite. Moi, j'aime moi, euh, j'aime pas trop le mot mériter, mais absolument, mais un pas plus loin, on peut se dire, mais finalement, ça pourrait être encore mieux. Et c'est là où les portes s'ouvrent, les horizons s'ouvrent, et on se dit, mais ce dont je me suis contentée jusqu'au-là est bien au-dessous de ce que je veux vraiment, et c'est OK. tout à fait. J'ai discuté récemment avec une chef d'entreprise qui me disait que dans son entreprise où il y a une centaine de salariés, à égalité hommes-femmes, il y a 90% de femmes qui n'ont jamais demandé d'augmentation de salaire, contre 15% des hommes qui n'ont pas demandé d'augmentation de salaire. 90% de femmes n'ont pas demandé d'augmentation de salaire. Et on a eu cette discussion autour d'estime de soi comme finalement la source de ce comportement. C'est vrai, je pense que souvent, on a un petit train de retard avec les hommes qui finalement ont peut-être, on n'est pas fait pareil hein, dans le cerveau, Je mais pense que c'est beaucoup la question d'éducation. oui, et On qui, n'éduque pas les filles de la même manière que des garçons. c'est vrai, c'est vrai, Et il suffit, moi, le jour où j'ai pris conscience de cette image, ça m'a fait quelque chose. Regarde une cour de récré. Au milieu, il y a des garçons qui jouent au foot. Ils prennent toute la place, parce que le foot, ça prend de la place, hein, et que les filles sont autour, cachées dans les coins, sous les murs. Ça change de plus en plus. Aujourd'hui, ça change. Il y a des ça filles qui change. jouent au foot, euh, il y a des filles qui prennent leur place. Mais encore, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était ça. Et nous, c'est cette génération-là. Complètement, complètement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les femmes, peut-être, souvent n'osent pas ou n'y pensent même pas. Est-ce que Je tu sais as pas. joué au foot à l'école? Non, pas du tout. Du Moi, j'ai tout. joué. Ouais, moi, j'étais pas du tout et plutôt à me mettre en retrait, justement.
Mais non, non, pas du tout, pas du tout, Ouais. Ouais. pas du tout. Et en fait, moi, je pense que, alors, dans mon histoire à moi, le sport m'a aussi permis beaucoup d'avoir de l'estime de moi. Oui. Moi, je sais pas le sentiment que tu avais après le GR20. Personnellement, j'ai ressenti une force, mais c'était très subjectif, hein. J'étais pas beaucoup plus forte après que avant, mais j'ai ressenti cette satisfaction de moi-même et ce sentiment que finalement, je ressens aujourd'hui que ce que j'entreprends, je peux y arriver. Complètement, complètement. Et comme tu dis, de sentiment d'accomplissement dans le sport, Ah, c'est très très puissant hein, finalement. Hein. C'est quand même. Ben après, on le retrouve aussi professionnellement, on le retrouve dans plein de choses. ouais. Mais c'est vrai que moi, j'y fais, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de marathons. Le premier marathon, j'avais choisi Paris parce que c'est Paris et que voilà, il y avait du monde, il y avait plein de choses. J'ai pleuré à l'arrivée, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais depuis ce jour-là, je sais que même quand c'est dur, au final, on est capable d'arriver à tout. Ouais. Parce si on se connecte à soi et qu'on est dans cette petite flamme du cœur, mais finalement, même quand le physique dit, waouh, c'est dur, on est capable en fait d'aller passer la ligne d'arrivée. Hmm. Magnifique. Merci beaucoup, Caroline, pour tous tes partages. Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Moi, le mot de la fin, j'ai envie de le centrer sur l'amour de soi. Et j'ai un petit outil que j'utilise souvent en coaching, mais que je trouve tellement beau. En fait, c'est vrai qu'on est dans une société où on a plutôt tendance à pointer ce qui ne va pas. Et, et si je pouvais transmettre une chose aujourd'hui, ce serait ben, de tous les jours avoir deux fiertés, au moins d'écrire deux choses qu'on aime chez soi et commencer à voir en fait les belles personnes que l'on est au quotidien, dans peu importe quelle sphère, hein, finalement, que ce soit physique, Ouais, relationnel, peu importe, mais de les écrire parce que même si c'est des fois farfelu, même si c'est le démarrage en fait pour prendre conscience de la beauté qui est en chacun de nous, quoi. absolument. Voilà, Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. très beau moment. C'est passé très très vite en plus. Donc j'aurais encore des milliards de choses à dire, mais vraiment merci, merci pour ce beau moment. Merci beaucoup, Caroline. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.